Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, je vous salue fraternellement. Je suis correspondant du média Multimédia depuis le New Jersey aux États-Unis. Je m'appelle Anthony Morin, je suis tchadien. Je voudrais très rapidement nous présenter les titres de notre présentation aujourd'hui. Nous allons parler de l'arrestation des soldats français par une patrouille à l'est du Tchad. Et ensuite, nous aurons également à parler un peu de la situation sécuritaire à l'est du Tchad. Cette insécurité due donc à la crise soudanaise, qui est une crise sécuritaire, humanitaire, due donc à l'affluence des réfugiés soudanais à Adré. Et après, nous aurons à parler également de la disparition du sous-marin le jeudi 22 dernier dans l'océan Atlantique. Voilà, très rapidement, nous allons revenir pour parler de l'arrestation des soldats français. C'était le 18 juin. Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux faisant état d'arrestation de 4 soldats par une patrouille à l'est du Tchad. Parmi ces soldats français, nous avons également remarqué qu'il y a un Tchadien qui accompagne cette bande de soldats français en territoire tchadien. Et dans les conversations, le commandant de brigade qui était en patrouille dans la zone de Farchana, le département de Dansunga à Dré, ce commandant avec ses éléments ont intercepté les soldats français qui circulaient librement sans aucun papier justificatif. Le commandant, ce que dernier aurait demandé donc des papiers d'ordre de mission et autres justifiant leur circulation dans la zone. Mais ces soldats français ne possédaient aucun papier justificatif. Il y a un Tchadien également qui était avec ces soldats français qui disait que lui-même, il ne connaît pas les raisons de leur circulation dans cette zone. Et selon les informations reçues, certaines sources de part et d'autre font croire que ces soldats avaient quitté Abéché, la base Barka, pour explorer le coin et donc apporter des appuis logistiques pour permettre à l'armée tchadienne qui est en train d'œuvrer actuellement sur le terrain accueillir les réfugiés qui affluent à la frontière tchado-soudanaise. Voilà un peu les raisons qui ont justifié cette circulation des soldats dans la zone. Mais néanmoins, cela ne doit en aucun cas justifier, même si c'est l'armée tchadienne qui est en patrouille ou qui circule, qui quitte d'une localité à une autre, nécessairement, ces éléments doivent avoir un ordre de mission. Mais le cas, si aucun élément n'a un ordre de mission, c'est le problème qui a été posé. Voilà, d'autres sources font entendre également qu'il y a les milices tchadiennes qui intervenaient pour soutenir la force de Bouaran. Et ces milices tchadiennes ont subi un sort très grave au Soudan sur le champ des opérations. C'est ainsi que les soldats français venaient
à l'appui pour soutenir les milices tchadiennes. Donc, voilà un peu les sources qui varient, qui se contredisent. Jusqu'à là, les soldats français n'ont pas eu à se justifier. Donc, l'affaire est restée encore confuse. On ne sait pas quelle source qui est vraie ou fausse. Voilà un peu ce qui concerne cette arrestation des 4 soldats français par une patrouille à l'est du Tchad. Le gouvernement fait comprendre à l'opinion internationale et nationale que ce commandant a été mis aux arrêts et donc mis sous écrou et qui éventuellement doit justifier de ses actes un peu légèrement désagréables à l'endroit du soldat français. Ce qu'il faut retenir, il faut comprendre que beaucoup d'internautes, des activistes ont saisi cette situation pour faire des blouses sur les réseaux sociaux, pour exprimer en quelque sorte les sentiments anti-français en Afrique, et plus particulièrement au Tchad. Et ces activistes disent que logiquement, ce commandant ne devait pas être mis aux arrêts si réellement les autorités tchadiennes veulent donner de la crédibilité à la souveraineté du pays. On ne devrait pas mettre ce commandant aux arrêts. Pire encore, si c'était un soldat tchadien qui était en territoire français, comme tel fut le cas, je crois que ces soldats-là subiront un sort que personne ne peut imaginer. Voilà un peu. Donc, je voudrais intervenir pour soulever quelques points. Est-ce que les soldats français étaient autorisés à aller dans l'est du Tchad? Est-ce qu'ils avaient une autorisation? Justement, c'est ce que je disais. Je disais, l'autorisation doit être matérialisée par un ordre de mission. Mais tout le contraire, ces soldats ne possèdent aucun papier justifiant leur déplacement plus près de la frontière tchad-soudanaise. Ce qui a fait que ce commandant qui paraît un peu loyal a arrêté ces soldats pour demander l'ordre de mission. Et ils n'ont pas présenté un ordre de mission. C'est ainsi que le commandant les a désarmés et les a mis aux arrêts. Donc, en résumé, ces soldats n'avaient pas été autorisés à circuler librement dans le territoire tchadien. Mais le commandant faisait que son travail, n'est-ce pas? Pourquoi il a été arrêté par le gouvernement tchadien? C'est la déclaration de son chef hiérarchique, hein, le général Daoud Brahim, qui avait fait une déclaration cette semaine pour dire que l'élément ou bien le commandant qui a mis ses soldats aux arrêts a été mis à écoute. Il était mis aux arrêts jusqu'à ce que cette situation soit établie. Donc, voilà, nous ne comprenons pas pourquoi cette arrestation. Pourtant, le commandant en question a fait son travail de manière loyale. Mais nous ne comprenons pas pourquoi son arrestation. J'ai entendu que le ministre de la Défense, n'est-ce pas, a fait des excuses envers la France. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Justement, dans sa déclaration, il s'est excusé de ce comportement désagréable du commandant. Mais pourquoi il s'excuse? Mais on est au Tchad, non? Mais qu'est-ce qu'il pousse à s'excuser?
Selon lui, c'est qu'il y a un accord, hein, il y a un accord de principes de coopération militaire entre la France et le Tchad. Donc, tout soldat français en territoire tchadien dispose donc de cette liberté de circuler sur tout territoire, Mais sur l'étendue. qui leur a donné cette liberté d'abord? Quelle Cette raison ils ont liberté, la liberté de circuler comme ils veulent? oui, parce que pour lui, il y a un contrat, il y a une coopération, hein, un principe, une coopération militaire entre la France et le Tchad. C'est à base de cette coopération militaire-là que les soldats tchadiens et les soldats français sont plus nombreux en territoire tchadien et qui circulent sur toute l'étendue du territoire. Donc, c'est sur la base de cette convention que le général a justifié ses excuses auprès de la France par rapport au comportement désagréable du commandant qui a arrêté les soldats français. Oui, vous me recevez, j'ai l'impression que je ne vous reçois pas. Ok. J'ai dit que Voilà. c'est quand même lamentable de voir un ministre s'excuser. Pour il, je pense que peut-être c'était une erreur du commandant, mais le commandant était en droit d'arrêter ces militaires qui circulent comme ils veulent. Donc, je ne sais pas pour quelle raison les Français, les militaires français se sentent circuler au Tchad comme ils veulent. N'est-ce pas? Ah ouais, ah ouais. Ils vont te dire que c'est... Est-ce que la relation entre le Tchad et la France est une relation équitable, tu vois? Bon, mais en termes de coopération militaire, nous n'avons pas pris connaissance de la teneur de leur coopération, de cette convention hein, pour la coopération militaire entre France et Tchad. Mais je ne sais pas si cette coopération permet simplement aux soldats français d'envahir le Tchad. Mais, tout au contraire, que les soldats tchadiens ne peuvent pas à leur tour envahir la France. C'est paradoxal. Si c'est équitable, je crois que les deux forces doivent trouver en principe une liberté de circuler librement dans n'importe quel territoire. Mais ce qui est étonnant, c'est que les soldats, la force, l'armée française, l'armée tchadienne, je m'excuse, ne peut pas jouir hein, de ce droit, de cette liberté de circuler en territoire français comme les soldats français en territoire tchadien. Je ne pense pas. Donc, déjà, là, on voit un déséquilibre apparent. Parce que, logiquement, si c'est une coopération équitable, on devait voir aussi les soldats tchadiens en France, tout comme les soldats français au Tchad. Mais on ne fait que voir simplement les soldats français au Tchad. C'est eux qui circulent comme c'est leur territoire, ils circulent librement sans papier, même ou sans une autorisation, comme vous l'avez constaté pour le cas du commandant à l'est du pays. Je pense qu'on est dans une situation où on se sent dominé ou envahi par une force militaire extérieure. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent entre la relation entre le Tchad et la France quand il s'agit de la présence militaire au Tchad. D'accord? Oui. Je pense qu'on pourra explorer ces relations dans
peut-être dans le futur. Justement. Mais pour l'instant, je pense qu'il faudrait cultiver l'unité entre les Tchadiens, d'accord? Ce qui va donner la force aux autorités en place de prendre une position claire vis-à-vis de la France, d'accord? Donc, mon objectif, c'est d'abord, nous devrions cultiver l'unité, n'est-ce pas, entre les Tchadiens, ce qui pourra donner plus de la force, d'accord, et soutenir le leader qui est en place, qui va représenter les intérêts tchadiens, d'accord. Donc, quand on arrive à ce stade, je pense que ce leader aura plus de force vis-à-vis de la France quand il s'agit de négocier certains dossiers. D'accord? Pour l'instant, on va laisser, on va continuer, on va regarder la situation. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez d'autres choses à représenter ou en ce qui concerne 27? Oui, toujours dans l'est du pays, surtout à Adré, vous allez constater qu'il y a une crise terrible en termes de sécurité et humanitaire qui sévissent, s'il faut le dire, parce que les organisations non gouvernementales, les organisations humanitaires qui opèrent en ce moment sur le terrain crient dans les médias pour le soutien donc aux réfugiés. L'afflux des réfugiés venant du Soudan. Vous aurez même constaté que ici, on fait état de 6 000 réfugiés soudanais qui entrent en territoire tchadien. Des vagues continuent à venir. Aujourd'hui, dans les écoles, les hôpitaux, dans des infrastructures de l'État, pratiquement, il n'y a pas une place. Parce que les réfugiés sont pleins à craquer. Les écoles ont été occupées, mais il n'y a pas de place. Les hôpitaux ont été occupés par des blessés, des blessés, des enfants qui ont même, qui n'ont pas de parents, des enfants trouvés seulement dans le tas des réfugiés, qui n'ont aucun parent et ils ne savent à quel sens. Donc, la prise en charge d'abord de ces réfugiés pose problème. Les organisations humanitaires se disent au bout de leur financement parce qu'il y a un sous-financement de ces organisations humanitaires pour le cas des réfugiés au Tchad. Cette guerre du Soudan ou bien le conflit soudanais a créé d'énormes dégâts au Soudan, des dégâts en vies humaines. Aujourd'hui, certains médias font comprendre qu'il y a des milices tchadiens qui étaient intervenus au Soudan, ont fait l'objet d'attaques, qu'il y a des blessés qui ont été rapatriés dans les hôpitaux à Adré, une localité à 35 km du Soudan, de la ville Djenné. Donc, vous voyez un peu cette situation qui prévaut à l'est du pays. C'est terrible. Même la représentante de HCR, Madame Laura Locastro, a lancé des alertes pendant cette semaine pour dire que la situation à l'est du pays est horrible. Parce qu'elle travaille dans cette organisation depuis un certain nombre d'années, mais elle n'a jamais assisté à des choses
pareil qui se passe à l'est du pays. Donc, elle lance un cri d'alarme à toutes les organisations humanitaires de soutenir financièrement ces réfugiés parce qu'il y a des choses terribles qui se passent. L'on fait état également des cas de braquage de vol des véhicules humanitaires, des enlèvements même des humanitaires, des personnels humanitaires à l'est du pays. Donc, ce qui veut dire qu'en ce moment, la crise sécuritaire s'est installée à l'est du pays. Et c'est là, si jamais les autorités et les partenaires du Tchad ne prennent pas ces choses au sérieux, c'est qu'il y aura explosion sur tout plan, sur le plan sécuritaire et humanitaire. Et ça serait difficile parce qu'aujourd'hui, il faut dire certaines choses, la vérité en face. Le Tchad est plein de réfugiés, de déplacés. Au Soudan, il y a des réfugiés. Au Cameroun, je m'excuse, il y a des réfugiés camerounais qui sont au sud de la ville de N'Djamena. Il y a au Nigeria. Des réfugiés camerounais? Les réfugiés camerounais, oui, qui ont fui à cause de l'événement qui s'est passé récemment au Cameroun. Il y a en Centrafrique, il y a les réfugiés venant de Centrafrique qui sont dans les zones de Gorée, qui sont encore là. Il y a les réfugiés, les déplacés de l'Ac, pour le cas de Boko Haram et autres. Nigeria également, c'est pour le cas de Boko Haram, pour ces guerres internes. Donc, maintenant, le conflit intercommunautaire a fait également au niveau interne des déplacements. Ce qui fait que c'est difficile de gérer cette crise-là humanitaire. C'est de gérer cette crise humanitaire. L'État seul, le gouvernement tchadien seul, ne peut pas. C'est pourquoi le cri d'alarme est lancé à tous les partenaires de l'État tchadien d'intervenir pour soulager un peu la souffrance de ces personnes totalement vulnérables. Et le cas récent du Soudan est encore grave. Parce qu'on assiste à un grand nombre. Maintenant, vous allez voir qu'il y a 13 sites. Il y a 13 sites qui sont retenus aujourd'hui pour accueillir les réfugiés soudanais. Il y a plus de 600 000 réfugiés qui entrent. Donc, vous voyez un peu, nous sommes devant une situation très grave. Les sites, c'est à Adré, dans le Ouaddaï. Vous allez trouver à Mogororo, ça c'est dans le Darsila, à Gereda, dans Ouadifira. Donc, tous ces sites-là qui d'abord abritaient des anciens réfugiés sont encore élargis, étendus pour permettre aux nouveaux arrivés de s'installer. Pendant cette saison de pluie, vous imaginez un peu quel serait le sort de ces réfugiés qui n'ont pas d'abri, qui sont venus avec des enfants, des bébés. On même fait comprendre qu'il y a certains bébés qui ont été abandonnés où leur mère, leur papa ont été tués et c'est des bébés. Vous voyez, c'est difficile. Donc, la situation est tellement criante peut-être à tel point que nous n'avons pas de mots pour exprimer ceci. Donc, les partenaires de développement doivent penser à ces réfugiés. Voilà un peu ce que je voudrais dire à propos de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est du Tchad. Oui, il semble que le Tchad est entouré de pays qui deviennent instables. Je dis, le Tchad est entouré, malheureusement, qui sont instables du point de vue politique, social, ce qui entraîne la zizanie dans la sous-région.
Ok, on peut continuer sur la disparition des sous-marins, je pense. Voilà. C'était le 22 juin, un jeudi, les gardes-côtes américaines ont annoncé ce jeudi dernier que les passagers de sous-marins disparus depuis dimanche dans l'Atlantique Nord étaient morts dans l'implosion catastrophique de leur vaisseau en raison donc d'une perte de pression. Donc c'est un sous-marin, d'abord qu'il faut le dire, c'est un sous-marin touristique qui a été utilisé par 5 Richard, si vous me le permettez, le terme, c'est-à-dire c'est des hommes d'affaires, des océanateurs, c'est-à-dire des gens qui, des plongeurs dans l'océan, qui ont des moyens. Il y a des chefs d'entreprise, donc de Ocean Gate. Ceux-là ont décidé d'aller visiter le Titanic. C'est une sorte d'épave de paquebot qui a connu un naufrage depuis 1912. Et donc, ceux-là ont décidé d'aller visiter cette épave de Titanic. Là. Et donc, ils ont quitté, c'était le jeudi. Ils sont partis et le dimanche, cette garde côte qui est même la compagnie. Depuis quel pays? Depuis jeudi. Depuis jeudi 22. De quel pays? Bon, ils ont quitté dans l'océan Atlantique. Donc, ils sont de quel pays alors? Les passagers sont de différentes nationalités. Vous allez trouver, ils sont de différentes nationalités. Il y a un Français du nom Paul-Henri Narjolet, je m'excuse. Il y a un Britannique, il y a 3 Britanniques d'ailleurs, qui s'appelle Arling. Il y a l'autre qui s'appelle Shahzada Daoud, qui est aussi pakistanais, d'origine pakistanaise, oui, et qui vit en Grande-Bretagne avec son fils Suleiman Hamish. Et nous avons également Stockholm Rouge, qui est aussi un Britannique. Donc, ils sont de différentes nationalités qui sont associés pour aller visiter cette épave. Et le départ était le jeudi 22. Le dimanche, les gardes-côtes américains, qui est une compagnie expéditrice là, a perdu contact de ces paquebots touristiques là, petits sous-marins touristiques là. Et donc, cette perte de contact est due à l'implosion. C'est-à-dire, quand on dit implosion, c'est que dans le sous-marin, il y a une perte de pression atmosphérique en quelque sorte qui était subite et cela ne permettait pas aux passagers de survivre. Donc, à cause de cette chute de pression atmosphérique, quand vous n'avez pas l'air, ce n'est pas facile de survivre. Donc, après les recherches faites par exemple, un institut français qui était aussi dans les recherches, et dans les Américains, par un robot de recherche qui ont été lancés pendant 4 jours. Ces recherches ont trouvé les débris de ce petit sous-marin et faisaient état également de la mort de tous les 5 passagers à bord de ce petit sous-marin. Donc, c'était le dimanche que ces débris ont été découverts. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que cet événement a eu beaucoup de presse par rapport à certains événements qui concernent les immigrants qui sont morts en partant vers l'Europe. Ouais. Donc, ça veut dire que
il y a, c'est-à-dire que les gens ne sont pas très concernés en ce qui concerne les immigrants qui trouvent la mort pendant leur traversée vers l'Europe. Oui, ouais, mais c'est normal parce que vous savez que nous vivons dans un monde de capitalisme, naturellement. On dit que les brebis, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Naturellement, vous devez savoir que ces passagers à bord de ce petit sous-marin, il n'y a pas un simple vulgaire individus comme moi. C'est des richards, c'est des gens qui sont tellement riches. Nous parlons des hommes d'affaires comme Stockton Rush. C'est un homme d'affaires britannique très riche. Nous parlons de ce Pakistanais, Shahzada Daoud, et son fils, Suleiman, c'est des gens très riches. Donc, si ces gens-là arrivent à disparaître comme ça, mais le monde doit parler d'eux parce que c'est des gens qui détiennent des compagnies dans le transport océanique. Il y a des gens qui détiennent de grandes entreprises hein, qui œuvrent, tel que celui de Stockholm. Il a visité plusieurs fois les planètes. Donc, c'est des gens qui ont des moyens. Contrairement aux émigrés ou bien aux migrants africains qui partent vers l'Europe, des individus qui n'ont rien et qui veulent gagner le dorado et se jettent dans une aventure ambiguë et parfois finissent par mourir sans laisser des nouvelles. Là, on ne parle pas assez d'eux. Voilà, donc ici, nous sommes dans une situation comme vous, je l'avais dit au début, hein, ce sont des riches. Donc, naturellement, le monde doit parler d'eux. Ils détiennent même des médias, hein, voilà, des télévisions qui en parlent d'eux. Mm-hmm. OK. Ouais. Vas-y. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Ouais. Donc, on va regarder, il y a une vidéo qui circule sur Facebook. Ouais. Je vais donner mes points de vue. Donc, là, il s'agit, c'est le litige entre Yaya Dillo et Idriss Boy. Je pense que ça fait beaucoup de buzz sur le Facebook. Ce que je ne comprends pas, je vois qu'il y a des gens qui sont dans une situation de guerre, puisque Yaya Dillo avait pointé un pistolet, il y a un autre qui avait un pistolet. Et puis, donc, je pense que c'est une honte. Okay? Ça démontre qu'il n'y a pas un état de droit. Moi, je ne vais pas aller dans les détails pour dire qui a raison, qui a tort. Mais où est l'État dans ces conflits? Puisque quand il s'agit de certains conflits, il faudrait que l'État est là pour résoudre ces conflits. D'accord? On ne peut pas quand même des individus comme ça prennent des armes pour résoudre des problèmes qui devraient être résolus par l'État. D'accord? Et puis, il y a des gens qui disent que je vois pour quelle raison Idriss Déby avait construit la maison sur le terrain de Yaya Dillo. D'accord? S'il y a une dispute quelconque,
on devrait d'abord arrêter et puis trouver une solution avant que la personne aille pour construire une maison là-dessus, puisque le problème n'est pas résolu. D'accord? Donc, il est très important qu'on a des institutions, d'accord? Qu'on a un système judiciaire qui prend en compte ces résolutions, puisque sinon, on va se trouver dans une anarchie complète. D'accord? Et puis, on doit avoir un État où tout le monde est sur le même pied d'égalité. D'accord? Donc, personne ne sera au-dessus de la loi. On devrait donner. Ça veut dire qu'on ne va pas recourir à la force quand il s'agit de résoudre certains problèmes. Et puis, je trouve que c'est une honte puisque d'habitude, s'il y a des conflits entre des gens qui sont liés, souvent, on cherche la médiation du chef de canton, n'est-ce pas? Et puis, si cela ne résout pas les problèmes, et puis on cherche la médiation de l'État. Mais on ne va pas quand même, chacun ne va pas aller prendre ses armes et puis résoudre un problème, ce genre de problème. Donc, je trouve que c'est vraiment une honte. Ça démontre qu'on n'a pas un état de droit. D'accord? Ouais. Donc, ça démontre aussi qu'il y a des gens qui sont supposés être des autorités, mais qui ne respectent pas la loi. Ouais. Donc, c'est une honte, c'est un scandale pour le Tchad. Est-ce que tu as des pensées sur ce sujet ou Oui, bon, moi je n'ai pas aussi beaucoup de choses, beaucoup de commentaires sur cet incident. Yaya Dilo lui-même a qualifié d'incident parce que juste après cet événement, il a fait une vidéo pour expliquer un peu plus succinctement cet incident. Lui, il a qualifié de l'incident. Parce que pour lui, c'est un terrain qui a été acquis depuis 2019. Ce n'est pas un incident puisque ça pourrait engendrer d'autres problèmes puisque on voit qu'ils ont des armes. Oui, justement, selon Yaya Dilo, ça pourrait engendrer la mort de quelqu'un. Voilà, selon Yaya Dilo, c'est un terrain qui a été acquis depuis 2019. Il a même le titre foncier. Et subitement, c'est dans le premier arrondissement, subitement, Idriss Youssouf Boy s'est réclamé également propriétaire du terrain. Donc, dans un premier temps, Yaya Dilo, selon lui, a contacté un groupe de sages, le groupe de sages de sa communauté et de la communauté de Youssouf Boy. Ils ont eu à trancher l'affaire sur la base des papiers. Lui, Yaya Dilo, il détenait des papiers légaux, mais Youssouf Boy, les papiers de Youssouf Boy trouvaient un peu de difficulté à être conformes parce que il ne sait pas comment ces papiers ont été délivrés. Donc, le comité de sages a tranché net que le terrain appartenait à Yaya. Okay. Maintenant, subitement, lui, Yaya, il entend dire que sur son terrain, Youssouf est en train de réaliser des constructions. C'est ainsi qu'il est allé lui-même voir ce qui s'est passé sur le terrain et il a constaté effectivement que Youssouf est en train de construire sur le terrain. Il est revenu pour demander l'arrêt des travaux sur son terrain. Entre-temps, Youssouf Boy continuait
avec le chantier. C'est ainsi qu'il a jugé d'aller voir pour leur dire aux éléments d'État. Entre-temps, quand il venait, il s'approchait du terrain, les éléments de Youssouf Boy étaient là, armés. Et donc, quand il a demandé qu'on arrête avec le chantier, du coup, un des éléments a braqué une arme sur lui. Et que, voilà, lui, il détenait aussi un pistolet civil. Par contre, les éléments de Youssouf Boy avaient des armes militaires. Donc, c'était comme ça qu'il y a eu cette altercation que nous voyons. Donc, si les sages avaient décidé en faveur des Yahdis, n'est-ce pas? D'après ce que tu dis. Oui, selon lui. Mais Youssouf Boy n'a pas donné sa version. Donc, c'est pour nous, les juristes, ceux qui ont le droit, on tranche contradictoirement, c'est-à-dire sur les versions de chaque partie. Mais quand c'est lui seul qui explique qu'on ne peut pas se fonder sur la prétention d'une partie. On doit avoir des versions. Voilà. En tout état de cause, si selon toi, les sages avaient décidé en faveur des je pense que c'est l'erreur revient à Idriss Soubey, puisque justement il défie la décision des sages. Oui, le groupe des sages. Et puis, il est supposé être le directeur des cabinets de la présidence. Ouais. Donc, il devrait avoir plus de responsabilités en tant qu'une personnalité d'État. D'accord? Donc, moi, je trouve que c'est une honte. Ouais, puisqu'il devrait laisser l'État faire son travail. D'accord? Même s'il n'est pas d'accord avec la décision des sages. Puisque nous, on a la culture. Moi, je pense que il y a d'autres voies. Nos coutumes, nos traditions. Si une décision est prise par message, il faudra qu'on respecte ça. D'accord? C'est la tradition qui exige. Ouais. D'accord? Mais moi, je trouve que c'est incroyable de sa part de construire des maisons alors que le problème n'est pas résolu. Vraiment. Vraiment. Donc, je pense que ceux qui sont en position de force, ceux qui sont en autorité, ils devraient avoir plus de responsabilités quand il s'agit de leurs actions. Ouais. D'accord? On devrait avoir un état de droit pour qu'on puisse résoudre certains problèmes entre nous. Puisque si on n'a pas un état de droit, à la force, et ce qui va engendrer l'anarchie. D'accord? Donc, je trouve que c'est très dommage. On aurait pu résoudre le problème de manière beaucoup plus intelligente, recourir à la force. Ce n'est pas de cette façon qu'on va résoudre nos problèmes. Donc, ça explique aussi que les gens ne respectent pas l'état des droits. D'accord? Youssouf Boy, lui, n'est pas au-dessus de la loi. Lui, il est aussi un citoyen. Il travaille pour les Tchadiens. Je ne pense pas qu'il devrait se prendre pour l'État lui-même, puisqu'il y a des rumeurs qui disent que c'est lui qui décide. D'accord? Donc, les individus ne sont pas l'État. Les individus, l'État, c'est les institutions. D'accord? Oui. Même si les individus meurent, l'État devrait être fonctionner et établir la loi et la justice. D'accord? Je trouve que c'est dommage. Ceux qui sont en position d'autorité doivent respecter la loi. Vous avez plus de la responsabilité. Donc, je pense qu'on a perdu Anthony à cause du problème d'Internet. Donc, c'est ça mes points de vue en ce qui concerne
le litige entre Yaya Dillo et Idriss Souboy. On doit respecter la loi, on doit établir un état de droit pour résoudre certains de les problèmes qui arrivent entre les Tchadiens. Donc, c'est très important. Sinon, on est en face de l'anarchie. Donc, on va finir pour aujourd'hui puisque on a un problème technique avec Anthony. Bye.